Classé monument historique, le blockhaus d'Eperlec avec ses 90 000 tonnes de béton est le plus gros blockhaus du nord de la France. Le 22 décembre 1942, le général Dornberger, convoqué avec le ministre Speer au ministère de l'Armement à Berlin, reçoit l'ordre d'Hitler de construire dans le nord de la France un blockhaus pour l'assemblage et le lancement de fusées V2 pour l'attaque de l'Angleterre. Le missile balistique A4, appelé V2 à partir de septembre 1944, fut développé par les Allemands entre 1939 et 1944. Il était considéré par Adolf Hitler comme une Wunderwaffe, arme miracle, pouvant changer le cours de la guerre. Son déploiement était cependant limité par plusieurs facteurs. Pour alimenter les fusées, de grandes quantités d'oxygène liquide étaient nécessaires, mais ce composé chimique est volatile et s'évapore très vite. Sa production devait donc se faire à proximité des sites de lancement. En décembre 1942, Albert Speer ordonna aux officiers et ingénieurs de Peenemünde, dont le colonel Gerhard Stegmer, Ernst Steinhoff et le lieutenant-colonel Georg Thom, de se rendre dans l'Artois dans le nord de la France pour y trouver un site convenable pour un complexe de lancement de missiles A4. Le site choisi se trouvait juste à l'ouest de la petite ville de Watt dans la forêt d'Eperlec dans le département du Pas-de-Calais. Il reçut le nom de code de « Kraftwerk Nord-West », centrale électrique du Nord-Ouest. L'emplacement avait l'avantage de se trouver à proximité de la voie ferrée reliant Calais à Saint-Omer, du fleuve Aa, de routes importantes et du réseau électrique. Situé à 177 km de Londres et à 21 km de la côte, il se trouvait hors de portée des canons des navires de guerre et était en partie abrité par une crête haute de 90 mètres au nord. La ville voisine de Saint-Omer abritait une importante base de la Luftwaffe pouvant défendre la zone. « 6 000 ouvriers du bataillon de construction 434 commencèrent les travaux en mars 1943 d'après des plans de Franz Xaver Dorsch, le directeur de la construction de l'organisation Todt. La main-d'œuvre se composait de spécialistes allemands, de civils français recrutés de force dans le cadre du service du travail obligatoire et de prisonniers de guerre belges, français, hollandais, polonais, soviétiques et tchécoslovaques. De nombreux travailleurs étaient des prisonniers politiques français et des républicains espagnols qui avaient fui en France après leur défaite durant la guerre d'Espagne. Les ouvriers travaillaient par groupe de 3 000 à 4 000 personnes pendant des périodes de 12 heures. Les travaux de construction se poursuivaient sans interruption 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine et des puissants projecteurs étaient utilisés la nuit. Les conditions de vie et de travail étaient extrêmement dures, en particulier pour les prisonniers politiques et la main-d'œuvre d'Europe de l'Est. Les matériaux de construction étaient acheminés par barges et par train jusqu'à Watt où ils étaient déchargés sur une voie ferrée de Deauville et transportés vers le site de construction où des bétonnières fonctionnaient jour et nuit. Au début du mois d'avril 1943, un agent allié rapporta l'excavation d'énormes tranchées sur le site de Watt, et le 16 mai 1943, les photographies d'une mission de reconnaissance de la Royal Air Force amenèrent les spécialistes alliés à réaliser que des activités non identifiées avaient lieu sur le site. D'autres grands complexes étaient également en cours de construction dans le Pas-de-Calais et leur rôle était inconnu. Lord Cherwell, le conseiller scientifique de Winston Churchill, admit qu'il ignorait ce qu'étaient ces très grandes structures similaires à des emplacements de canons, mais considérait que, si l'ennemi juge utile de prendre la peine de les construire, alors il semblerait utile que nous les détruisions. Le 27 août 1943, 187 bombardiers américains B-17 de la 8e US Air Force attaquèrent le site avec des effets dévastateurs.
Seul 35% du blocos d'Eperlek était construit à l'époque, mais il était devenu évident qu'il ne pourrait plus être utilisé comme un site de lancement. Les Allemands avaient cependant toujours besoin d'usines de production d'oxygène liquide pour approvisionner les autres sites de missiles V2. Après avoir évalué les dégâts en septembre et octobre 1943, les ingénieurs de l'organisation Todt conclurent que la partie nord était irrémédiablement endommagée et décidèrent de se concentrer sur l'achèvement de la partie sud et de la transformer en usine de production d'oxygène liquide. L'usine de production d'oxygène liquide construite dans le bâtiment devait approvisionner un site de lancement encore plus imposant de nom de code Schotterwerk Nord-West en cours de construction à Huizerne pour remplacer le complexe de Watt. L'épaisseur de la dalle fut calculée à partir de l'hypothèse qu'aucune bombe alliée n'était capable de pénétrer une telle épaisseur, mais les Allemands ignoraient l'existence des bombes sismiques mises au point par les Britanniques. Les bombes Tallboy. Le site du blocos d'Eperlek témoigne par son histoire d'où peut mener la folie des hommes. Il est important pour les générations à venir d'entretenir le souvenir de ces conflits meurtriers, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Pour que cela ne se renouvelle plus,